Immense et mystérieuse, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Constituée presque entièrement de gaz, elle est balayée par des vents qui soufflent à plus de 600 km/h et des tempêtes 2 fois plus violentes que sur la Terre. Pourtant, elle pourrait nous aider à comprendre le mécanisme de formation des planètes. Et l'un de ses principaux satellites détient peut-être la réponse à la question que l'homme se pose depuis des siècles. Ces vastes étendues de glace ne dissimulent-elles pas des formes de vie extraterrestres? Les progrès en matière d'exploration nous livrent peu à peu les secrets de ce monde énigmatique, Jupiter. Au cours des 50 dernières années, différentes missions spatiales nous ont fait découvrir des mondes inconnus, comme les montagnes de Mars ou les lacs de méthane de Titan, le satellite de Saturne. Mais une planète en particulier nous fascine, la plus grosse de toutes, Jupiter. La plupart des informations dont nous disposons sur cette géante nous ont été fournies par la sonde Galileo, lancée par la navette Atlantis en octobre 1989. Chaque nouvelle découverte est un pas de plus vers une meilleure compréhension de cette planète et de ses lunes, les satellites galiléens, mais aussi de la formation de tout le système solaire. Avec un diamètre 11 fois plus grand que celui de la Terre, environ 142 000 km, Jupiter est une boule de gaz et de liquide déchirée par des éclairs 1000 fois plus puissants que ceux qui frappent notre planète. Comme Saturne, elle possède un système d'anneaux, mais si mince qu'il est difficile de les observer au télescope. La Grande Tache Rouge est une gigantesque zone de tempête, avec des vents de plus de 400 km/h, qui peut faire jusqu'à 3 fois la taille de notre planète. À ce jour, on a recensé 63 satellites de Jupiter. Galileo a étudié les 4 plus importants, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Chacun d'eux mériterait de faire l'objet d'une mission. Les scientifiques supposent qu'à 800 millions de kilomètres du Soleil, aucune forme de vie ne peut exister. Io, satellite galiléen le plus proche de Jupiter, est légèrement plus massif que notre Lune. Son activité est intense. D'immenses panaches de dioxyde de soufre s'élèvent à des centaines de kilomètres dans l'espace. Elle a une surface tachée de rouge et de jaune, d'où son surnom de lune pizza. Ganymède, le plus gros des satellites, est sillonné de cicatrices profondes et couvert d'une boue gelée. Quant à Europe, c'est le plus mystérieux des 4. L'épaisse couche de glace qui le recouvre cache peut-être un océan liquide. Or, l'eau est une des conditions pour la présence de vie. Bientôt, une nouvelle génération de sondes tentera de dévoiler les secrets du système jovien. Juno, Europa Explorer et le robot sous-marin Endurance. 3 missions, un seul objectif, partir à la découverte de ces mondes étranges. Avant le lancement de Galileo, nous étions condamnés à regarder Jupiter de loin. Puis, dans les années 1970 et 1980, Pioneer et Voyager nous ont envoyé les premières images de Jupiter et de ses lunes, soulevant du même coup d'innombrables interrogations. Comment Jupiter s'est-elle formée? Qu'est-ce qui déclenche ces tempêtes titanesques? Et pourquoi ces lunes sont-elles toujours actives sur le plan géologique? Avant d'y répondre, il a fallu résoudre un problème tout simple. Galileo ne pouvait emporter une quantité de carburant suffisante pour arriver à destination. Les ingénieurs de la NASA ont dû trouver un autre moyen pour l'expédier jusqu'à Jupiter. Ils ont eu une idée géniale. Au lieu d'aller directement vers Jupiter, on ferait d'abord un crochet par Vénus.
En passant à proximité de Vénus, puis de la Terre, et en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle, Galiléo s'est rechargé de l'énergie nécessaire pour se propulser vers Jupiter. Quand Galiléo arrivera, après un voyage de 6 ans, une sonde auxiliaire sera envoyée dans les profondeurs de l'atmosphère jovienne. Elle aura moins d'1 heure pour analyser cet environnement. Ensuite, elle sera écrasée par la pression extrême. Tous les scientifiques espèrent que Galiléo retransmettra des informations extraordinaires. Encore faut-il qu'elle arrive à bon port. 18 mois après son lancement, un incident gravissime survient. Son antenne principale en forme de parapluie ne s'ouvre pas. C'était catastrophique. Il fallait qu'elle s'ouvre. On pensait que sans l'antenne, la sonde serait incapable d'accomplir sa mission. Depuis la Terre, les ingénieurs de la NASA tentent de réparer la panne. En la téléguidant, ils ont essayé de la secouer, au cas où les baleines seraient coincées, puis de la faire glisser de haut en bas pour qu'elle se déploie enfin. Devant l'échec de ces tentatives, il n'y a plus qu'une seule solution. Utiliser une des 2 antennes de faible gain de la sonde. Mais il reste un problème de taille. Cette antenne auxiliaire transmet 10 000 fois plus lentement que l'antenne principale à grand gain. Seuls quelques pourcents des données recueillies par Galiléo arriveront sur Terre. Durant la dernière phase d'approche, Galiléo va assister par hasard à la collision entre une grosse comète et Jupiter. La sonde est la mieux placée pour observer cet événement exceptionnel, susceptible d'apporter la réponse à une question fondamentale. Comment Jupiter s'est-elle formée ? Jusque-là, les scientifiques pensaient qu'elle était constituée de fragments laissés après la formation du Soleil, sorte de planète primitive figée dans le temps. Dans ce cas, la composition chimique du Soleil et de Jupiter devrait s'avérer très proche. L'impact de la comète projettera dans l'espace les composants chimiques de la surface de Jupiter, et leur analyse permettra de confirmer ou d'infirmer cette théorie. L'attente des chercheurs va être comblée au-delà de toute espérance. C'était une occasion unique d'assister à la collision entre 2 corps du système solaire. On a assisté en direct à l'événement. La comète a été baptisée Shoemaker-Levy, ou SL9. L'astronome amateur David Levy est un de ses découvreurs. C'était la première fois qu'une comète s'écrasait sur une planète. Du moins, la première fois qu'on y assistait. Personne ne savait ce que ça nous apprendrait. Le grand jour, tous les télescopes sur Terre et dans l'espace sont braqués sur Jupiter. Certains scientifiques pensent que l'atmosphère épaisse de Jupiter va avaler la comète sans laisser de traces. D'autres espèrent que le choc éjectera de la matière provenant du cœur de la planète, fournissant des indices essentiels sur sa composition. Le plus gros corps du système solaire heurté par une comète minuscule. La majorité des scientifiques pensaient que ça ferait juste pchit. Quelle chance on a eue! Sous l'effet de la force d'attraction de Jupiter, la comète se désintègre en 20 fragments, dont certains de plus d'1,6 km de long, qui foncent vers la planète gazeuse. Sur Terre, les astronomes du monde entier vont assister à un spectacle étonnant. L'un après l'autre, les fragments s'écrasent. Le plus gros dégage autant d'énergie que 300 millions de bombes atomiques. Et une boule de feu s'élève à 3200 km au-dessus des nuages joviens. Chaque impact soulève un nuage de matière qui forme une tache noirâtre de la taille de la Terre dans l'hémisphère sud de la planète géante. Les premières images transmises par Galiléo ou par le télescope spatial Hubble étaient celles des panaches de poussière et de gaz. Ensuite, il y a eu la formation d'immenses nuages noirs sur tout l'hémisphère sud de Jupiter. La vraie surprise ne vient pas de ces nuages, mais de l'onde de choc générée par les impacts dans la haute atmosphère. Il n'y a qu'une seule explication possible, et pour les scientifiques, c'est une révélation.
Quand SL9 s'est écrasé sur Jupiter, le choc a provoqué des ondulations. Et la vitesse de propagation des ondulations dépend de la quantité d'eau contenue dans l'atmosphère. Or, cette vitesse était supérieure à ce qu'on attendait. On en a déduit qu'il y avait plus d'eau que ce qu'on ne pensait. Je vais vous montrer. Vous voyez les ronds dans l'eau. Leur vitesse de propagation nous a fait comprendre qu'il y avait plus d'eau que prévu. Cette découverte inattendue signifie que la composition de Jupiter diffère de celle du Soleil, ce qui remet en cause les théories sur sa formation. Les scientifiques vont devoir trouver autre chose. Mais pour cela, ils seront obligés de patienter 17 mois, date à laquelle Galiléo arrivera à destination et analysera directement la composition chimique de Jupiter. Un an après la collision entre la comète SL9 et Jupiter, Galiléo arrive bientôt à destination. L'enjeu de la mission est énorme. Les scientifiques savent désormais que la quantité d'eau présente sur Jupiter est peut-être 10 fois supérieure aux estimations initiales. Si cela se confirme, ils devront trouver une nouvelle explication à la formation de cette planète étrange. Afin d'analyser l'atmosphère jovienne, Galiléo va envoyer une microsonde dans les nuages de Jupiter. Celle-ci mesurera également la vitesse des vents et la température à différentes altitudes. Cela permettra peut-être d'expliquer la violence de son climat, mais aussi de déterminer si Jupiter est une cousine très éloignée du Soleil ou une planète d'une nature différente. Le centre de contrôle déclenche la mise à feu de 3 boulons explosifs. La microsonde se détache de Galiléo et entame sa descente vers l'atmosphère jovienne. Une fois la sonde auxiliaire en route, Galiléo remet ses moteurs en marche et se place en orbite autour de la géante gazeuse. Les images transmises sont des milliers de fois plus détaillées que toutes celles qu'on a pu voir jusqu'alors. Mais 2 mois plus tard, nouvel incident. L'enregistreur tombe en panne. Les ingénieurs se sont rendus compte que quand il fonctionnait à très grande vitesse, la bande avait tendance à chauffer et à coller. On a reconfiguré l'appareil de manière à le faire tourner à faible vitesse et à n'utiliser qu'une partie de ses capacités. Ces 2 incidents, l'antenne et le magnétophone, ont singulièrement limité la quantité de données et leur vitesse de retransmission. Cette seconde panne porte un coup dur à la mission. 5 mois ont passé depuis que Galiléo a lancé la microsonde. Bientôt, elle s'enfoncera dans l'atmosphère de la planète pour mesurer entre autres la quantité d'eau qu'elle contient. La petite sonde apportera-t-elle des réponses satisfaisantes ? Elle va pénétrer dans l'atmosphère à plus de 170 000 km/h. À cette vitesse, elle relierait Paris à Berlin en moins de 30 secondes. Jupiter est si grosse qu'elle accélère tout objet à une vitesse énorme. Le problème majeur pour une sonde, c'est de résister à la chaleur et de ne pas s'enflammer. La microsonde va devoir supporter une température de plus de 15 500 degrés, 2 fois plus que celle de la surface du Soleil. C'est une quantité d'énergie comparable à celle dégagée par une explosion nucléaire. La microsonde doit entrer dans l'atmosphère jovienne en respectant un angle bien précis. Si elle arrive trop à la verticale, elle s'enflammera. Si elle arrive en rasant la surface, elle ricochera comme un caillou sur l'eau. On avait calculé exactement le bon angle d'entrée et elle était protégée par un grand bouclier thermique. Malgré cela, tout le monde était très tendu. Pendant 2 minutes, les freins aérodynamiques ralentissent la sonde à la vitesse du son. Après quoi, le parachute de freinage se déploie. Puis, c'est le silence. Quand une sonde entre dans l'atmosphère, on perd momentanément le contact radio à cause de la chaleur générée par la friction. En s'enfonçant à 200 km à travers l'atmosphère jovienne,
la microsonde recueille de nombreuses données qu'elle transmet à Galiléo, qui, à son tour, les envoie sur Terre. Elle a essayé de répertorier tous les composants de l'atmosphère de Jupiter. De quoi est-elle faite? Quels sont les gaz rares, le néon, l'argon ou le krypton? En quelle quantité? Quelle quantité d'eau y a-t-il? Les chercheurs sont convaincus que la sonde va finir par traverser la couche de vapeur d'eau révélée par le choc avec la comète et fournir des indices essentiels sur la formation de Jupiter. Lors d'un colloque avec des scientifiques, j'ai même annoncé que j'étais prêt à parier $10 avec chaque participant que la sonde trouverait plus qu'une certaine quantité d'eau. Au lieu de cela, la sonde dérive à travers des couches de gaz diffus. Elle est tombée pile au milieu d'une zone de courant descendant, une trouée sèche au milieu des nuages. Où est l'eau tant espérée? Jupiter possède manifestement des zones sèches et des zones humides. On a découvert des formations météorologiques persistantes, des zones qui se déplacent, dont on n'avait jamais soupçonné l'existence. Toute l'équipe retient son souffle. La sonde continue de descendre, mais toujours aucun signe de présence d'eau. Pourtant, les données recueillies en moins d'une heure vont révolutionner notre théorie sur la formation du système solaire. La sonde détecte une proportion élevée d'éléments lourds, comme l'argon, le krypton, le carbone et l'azote. Des éléments présents en quantité 2 à 3 fois supérieure à celles relevées dans le Soleil. Or, ces éléments ne se condensent qu'à des températures extrêmement basses, plus basses que celles enregistrées sur Jupiter dans sa position actuelle. On a appris ainsi que l'atmosphère de Jupiter contenait des éléments chimiques associés à des matières très froides qu'on trouve en dehors du système solaire. Pour les astronomes, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. La présence de ces éléments signifie que Jupiter ne s'est pas formé comme le Soleil. Cette microsonde a réduit à néant toutes nos théories sur la formation des planètes. On n'avait rien compris au processus ni au système solaire primitif. La communauté scientifique est sous le choc. La géante gazeuse aurait-elle pu se former à l'extérieur du système solaire, dans un environnement plus froid, avant de migrer jusqu'à sa position actuelle? À moins que les éléments lourds et l'eau n'aient été apportés par des comètes et des astéroïdes. Au bout de 58 minutes, la sonde cesse d'émettre et prend feu en rentrant dans l'atmosphère basse de Jupiter. Elle a fourni des renseignements inestimables sur la planète, son atmosphère et sa formation. Mais de nombreuses interrogations subsistent. En 2011, une nouvelle mission baptisée Juno tentera d'y répondre. La sonde observera la planète de plus près et recueillera davantage d'informations. D'ici là, le mystère reste entier, puisque la microsonde de Galiléo n'a pas pu déterminer quelle quantité d'eau se trouve sur Jupiter. Juno tentera une approche différente. Grâce à un radiomètre micro-ondes dernier cri, elle cherchera la présence d'eau sur toute la planète. Les chercheurs espèrent ainsi découvrir les données qui permettront d'en savoir davantage sur sa formation. Juno sera chargée de trouver les ingrédients qui constituent Jupiter. Grâce à eux, nous pourrons reconstituer sa composition et expliquer comment les planètes se forment. En orbite à 21 000 km au-dessus de Jupiter, Galiléo va bientôt s'attaquer à une autre grande inconnue, la météo de la planète gazeuse. Comment des tempêtes peuvent-elles atteindre jusqu'à 3 fois la taille de la Terre et durer plus de 3 siècles? Jupiter connaît un maelstrom de nuages tourbillonnants, d'éclairs et de tornades d'une violence inouïe. Sur la Terre, ce genre de manifestation est déclenché par la chaleur solaire. Mais Jupiter est à plus de 800 millions de kilomètres du Soleil.
Il doit donc y avoir une source d'énergie qui alimente ces phénomènes. La principale caractéristique de Jupiter est la grande tache rouge. Une tempête dont les nuages culminent à 8 km au-dessus de l'atmosphère jovienne et surplombe une sorte de magma d'éléments chimiques. La tache est rouge parce que les composants chimiques emprisonnés au centre ont été cuits par les rayons ultraviolets et sont devenus rouges. Les astronomes ont constaté la présence de la grande tache rouge depuis au moins 300 ans. Sur Terre, même les ouragans les plus importants ne durent pas plus de 2 semaines. Comment se fait-il que la tempête la plus violente du système solaire fasse rage depuis des siècles? Les scientifiques pensent trouver des éléments de réponse en étudiant ces orages plus modestes. Au départ, ils pensaient filmer en action la grande tache rouge et d'autres tempêtes. Ils espéraient ainsi décortiquer les mécanismes de ces anticyclones turbulents. Mais avec l'antenne principale à grand gain hors service, cette solution s'avère impossible. Les ingénieurs sont obligés de mettre au point une nouvelle méthode d'observation. Au lieu de filmer en continu pendant des heures, on a décidé de saucissonner l'opération. On a observé la tache rouge pendant une période donnée à plusieurs heures d'intervalle et on a mis les images bout à bout. La sonde est braquée sur une zone de turbulence émaillée de petites taches blanches causées par ce qu'ils pensent être des convections, des courants ascendants rapides. Pour prouver qu'il s'agit bien d'orages, les scientifiques doivent localiser une autre caractéristique jovienne. Des éclairs 1000 fois plus puissants que sur Terre, visibles uniquement de nuit. Jupiter a un diamètre 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est énorme. Sur ce globe, on repère quelques petits points d'un blanc intense, très petits. Ensuite, sur la face plongée dans l'obscurité, on constate que ce sont sur ces mêmes petits points qu'on observe des éclairs et nulle part ailleurs. Ça nous a permis d'identifier la position des orages. L'étape suivante consiste à découvrir si ces petits points blancs sont susceptibles de grossir. Une fois de plus, Galiléo se trouve au bon endroit, au bon moment. Dans les années 1930, on avait noté la formation de 3 zones ovales. 60 ans plus tard, 2 d'entre elles ont fusionné brusquement. Grâce à Galiléo, les scientifiques suivent la fusion de 2 des 3 zones ovales en un orage plus puissant. 2 ans plus tard, la 3e est absorbée à son tour, donnant naissance à une tempête imposante dans une ceinture située sous la grande tache rouge. Peu à peu, elle est devenue rouge elle aussi, comme la grande tache rouge, mais elle était plus réduite. Baptisée tache rouge junior, elle pourrait nous aider à découvrir la source d'énergie qui alimente ces ouragans spectaculaires. Les tempêtes de Jupiter sont cannibales et avalent les orages plus petits. C'est ainsi qu'est née la grande tache rouge. C'est comme dans la chaîne alimentaire, les gros poissons mangent les plus petits. Sur Jupiter, les petits orages sont les premiers fournisseurs d'énergie. Le phénomène explique la provenance de cette énergie, mais pas la durée extraordinaire de ces tempêtes. Compte tenu des conditions météo sur Jupiter, elles devraient s'autodétruire. Sur Terre, les tornades s'épuisent rapidement, alors que sur Jupiter, elles durent des années. La planète gazeuse possède la vitesse de rotation la plus élevée du système solaire. Elle tourne 2,5 fois plus vite que la Terre. D'après Jonathan Hornoux, paradoxalement, cette rotation rapide expliquerait la stabilité des tempêtes joviennes. Dans les systèmes où la rotation est rapide, les tourbillons durent longtemps. C'est très surprenant. On s'attendrait à ce qu'ils se déchirent, mais ce n'est pas le cas. Toutes ces missions nous ont appris qu'ils sont très homogènes et très stables. Quand on injecte 2 colorants différents dans une cuve d'eau qui tourne sur elle-même, le résultat est étonnant.
On s'attend à ce que très vite tout se mélange, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, on assiste à la formation de deux grands tourbillons qui sont persistants et homogènes. Dans un système de fluide en rotation, on pourrait penser que les différents colorants vont se mélanger et se brouiller. Mais en fait, on obtient de grandes structures très semblables à la grande tache rouge. La sonde a montré pourquoi les tempêtes joviennes sont aussi grandes et durent aussi longtemps. Mais les scientifiques peinent toujours à expliquer la caractéristique la plus remarquable de Jupiter. Des bandes parallèles de couleur rouge, blanche et marron. On a longtemps supposé que certaines couleurs correspondaient à des gaz ascendants et d'autres à des gaz descendants. Aujourd'hui, on en est moins sûr. L'atmosphère de Jupiter s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, mais seule la couche supérieure est visible. Là, des vents extrêmement rapides soufflent dans des directions opposées, et ce sont eux qui étirent ces formations colorées sur tout le pourtour de la planète. Les bandes colorées sont liées à un mouvement vertical. Les observations ont montré que certaines s'élevaient tandis que d'autres descendaient. Il est possible que les mouvements ascendants et descendants se produisent à des niveaux différents dans les mêmes bandes. Pour en avoir confirmation, il faudra attendre que la mission Juno perce la couche supérieure de l'atmosphère jovienne et nous offre un aperçu de la rotation de la planète. Tourne-t-elle sur elle-même d'un seul bloc comme la Terre? Ce qu'on distingue à la surface n'est-il qu'une couche de nuages? Ou bien plusieurs couches superposées qui tournent chacune dans une direction opposée et à une vitesse différente? On n'en sait rien. Juno tournera autour de la planète 32 fois, et chaque révolution durera 11 jours. Elle passera au-dessus des pôles nord et sud en se déplaçant latéralement, de manière à balayer une nouvelle tranche de la planète. Pour la première fois, la sonde dressera la carte complète de l'atmosphère jovienne sur plus de 560 km d'épaisseur. Jupiter révélera peut-être enfin les secrets de son système météorologique complexe. Les spécialistes ont compris que les tempêtes perdurent grâce à la vitesse de rotation élevée de la planète. C'est elle aussi qui alimente son champ magnétique d'une puissance remarquable. Nous pourrons étudier ce système et le comparer avec ce qui se passe sur Terre. Toutes ces données nous aideront à comprendre notre propre planète. Le champ magnétique terrestre, ou champ géomagnétique, est généré par les mouvements du fer en fusion autour du noyau. Jupiter est une planète gazeuse, mais l'hydrogène qui entoure son noyau est tellement comprimé qu'il se comporte aussi comme du métal en fusion. Le champ magnétique jovien est créé à l'intérieur de la planète, où la pression est telle que l'hydrogène est devenu métallique. Il se comporte comme un métal, se déplace et donne naissance à des courants électriques qui se manifestent sous la forme du champ magnétique qui entoure la planète. Ce champ magnétique est d'une puissance colossale. La magnétosphère s'étend jusqu'à Saturne et au-delà, et retient des particules ionisées et des gaz. Elle est immense, de 50 à 100 fois la taille de Jupiter. Et sous l'effet des vents solaires, sa queue s'allonge jusqu'à l'orbite de Saturne. La magnétosphère jovienne est le plus grand champ magnétique céleste du système solaire. Si nous pouvions la distinguer à l'œil nu depuis la Terre, elle apparaîtrait plus grosse que la Lune. Elle est assez puissante pour détourner le flux constant de soufre émis par les volcans géants de son satellite le plus proche, Io. Entraînées vers les pôles de Jupiter, ces particules donnent naissance à un spectacle époustouflant. Comme la Terre, Jupiter a des aurores polaires, appelées boréales dans l'hémisphère nord et australes dans l'hémisphère sud. Pour la première fois, Juno analysera les particules ionisées et les champs magnétiques responsables de ces phénomènes.
On va les survoler de près et on va plonger sous les ceintures de radiation pour aller jusque de l'autre côté. On traversera les particules ionisées qui bombardent et illuminent l'atmosphère en créant les aurores boréales. Les scientifiques espèrent que l'étude de Jupiter nous permettra de mieux comprendre le processus dynamique du champ magnétique terrestre. Mais le système jovien recèle bien d'autres énigmes. Contrairement à la nôtre, ces lunes connaissent une intense activité géologique. Se pourrait-il qu'elles abritent des formes de vie? Une soixantaine de satellites connus orbitent autour de Jupiter, dont certains sont assez grands pour être considérés comme des planètes à part entière. Eux aussi ont leur part de mystère. En général, les planètes et les lunes de petite taille se refroidissent plus vite. Comment expliquer que ces lunes soient si chaudes et toujours actives sur le plan géologique? La réponse pourrait être déterminante dans notre recherche de formes de vie extraterrestres. Les 4 principaux satellites galiléens, Ganymède, Callisto, Io et Europe, sont tous très différents les uns des autres et tous pleins de surprises. Quand Ganymède tourne une fois autour de Jupiter, Europe tourne 2 fois et Io 4 fois. Ce n'est pas une coïncidence. Ces lunes ont créé une magnifique chorégraphie cosmique. Les astronomes pensaient que les satellites joviens étaient des blocs de roches et de glace froids et morts. Mais Galiléo a montré qu'il s'agissait de mondes dynamiques. Première étape pour la sonde, Ganymède, la plus grande lune du système solaire. Si elle orbitait autour du Soleil au lieu de Jupiter, elle serait considérée comme une planète à part entière. Les images de la NASA montrent un paysage de montagnes, de vallées, de cratères et de rivières de lave refroidies. Les premières informations qui parviennent de la sonde étonnent les équipes scientifiques. Le magnétomètre enregistre une activité. Je n'en suis pas revenue. Ça prouvait l'existence d'un champ magnétique. Je me suis dit, je n'y crois pas. Ganymède est la seule lune du système solaire qui possède un champ magnétique propre, ce qui paraît incompréhensible, car le satellite devrait être complètement gelé. Or, l'existence d'un champ magnétique signifie que son noyau est liquide. On pensait qu'un corps de la taille de Ganymède aurait refroidi depuis la naissance du système solaire, c'est-à-dire 4 milliards d'années. Normalement, il aurait dû être solide. Cette découverte nous a obligés à revoir notre théorie de l'évolution de Ganymède. La présence de ce champ magnétique soulève de nouvelles interrogations sur la formation des planètes. Il s'est vraisemblablement produit quelque chose dans le passé de Ganymède. Un événement catastrophique qui a réchauffé le satellite. Galiléo a montré que Ganymède était un monde fascinant avec une histoire très complexe. Un monde à part entière. Mais la sonde Galiléo détecte aussi un second champ, plus variable. Ça nous indique l'existence probable d'un océan liquide sous la surface de Ganymède. Les chercheurs supposent que cet océan est profondément enfoui sous la croûte de glace qui recouvre le satellite. L'orbite de la sonde Galiléo l'entraîne loin de Ganymède, mais les surprises ne sont pas terminées pour autant. Étape suivante, le plus éloigné des satellites galiléens. Callisto. Cette boule froide et rocheuse recèle elle aussi bien des secrets. C'est la plus ancienne lune du système solaire, et elle est littéralement criblée de cratères produits par la chute de météorites. Certains présentent des bords étrangement brillants qui déconcertent les scientifiques. On dirait que le matériau sombre de la surface a été érodé, mettant au jour un matériau plus clair. Rien de tel n'a jamais été observé sur Terre. Quelle est la nature de ce matériau et pourquoi s'est-il affaissé? Après un examen plus approfondi, Callisto s'est avérée beaucoup plus intéressante qu'on ne le pensait au départ. Sa température à la surface est de moins 172 degrés. Et pourtant,
les données transmises par la sonde semblent indiquer que Callisto n'est pas complètement gelé. Galileo a détecté un champ magnétique très faible qui laisse penser que le satellite possède lui aussi un océan. Mais certaines informations sont contradictoires. D'autres instruments à bord de la sonde indiquent qu'à 200 km sous la surface, Callisto serait constitué d'un mélange homogène de roches, de métal et de glace, et n'aurait pas de noyau à proprement parler. Encore un mystère. Selon la théorie classique, les planètes et les lunes se réchauffent quand les matériaux qui les composent s'agglomèrent. Puis la chaleur sépare les roches de la glace. Bizarrement, cela ne s'est pas produit sur Callisto. Cela voudrait dire que cette lune n'a jamais été chaude. Mais comment expliquer qu'une lune de cette taille se soit formée sans chaleur? On ne comprend toujours pas bien Callisto. Comme beaucoup de corps du système jovien, Callisto soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. On ignore ce qui se passe à l'intérieur, et on ne sait même pas quel matériau couvre sa surface. L'histoire de la troisième lune de Jupiter est tout aussi déroutante. Io est sensiblement de la même taille que notre lune, et c'est la plus proche de Jupiter. C'est aussi le corps céleste le plus actif du système solaire. Il compte plus de 400 volcans, dont certains mesurent jusqu'à 200 km de diamètre. Si on pouvait survoler Io, ce serait un spectacle extraordinaire. On apercevrait des panaches gazeux de plusieurs centaines de kilomètres de haut, des coulées et des lacs de lave immenses en train de bouillonner. Sa surface est très curieuse. On dirait une pizza. La surface d'Io est sans arrêt remodelée par l'activité volcanique intense. Les images transmises par Galileo sont complètement différentes de celles envoyées par les sondes Voyager une vingtaine d'années plus tôt. Comment un paysage peut-il changer aussi radicalement en si peu de temps? Des cratères immenses semblent apparaître, puis disparaître sous l'effet de gigantesques panaches gazeux riches en soufre qui jaillissent à plus de 300 km d'altitude. On en a conclu que ces panaches déposaient à la surface de minces couches de matériaux qui finissaient par éroder peu à peu les cratères. Mais comme les autres lunes de Jupiter, Io a ses secrets. Une activité volcanique de cette importance sous-entend une quantité de chaleur peu commune. Par quoi est-elle générée? À 800 millions de kilomètres du Soleil, Io devrait être froide. Or, c'est loin d'être le cas. Le champ gravitationnel jovien maintient Io sur une orbite rapprochée. Mais pendant sa révolution, le satellite passe également dans le champ d'attraction d'Europe et Ganymède, qui attire Io dans la direction opposée. Ceci entraîne un phénomène de déformation qui provoque une chaleur intense. Lorsque les grandes lunes de Jupiter orbitent simultanément autour de la planète, ça provoque un mécanisme de tiraillement, de poussée et de compression. Ce sont ces mouvements qui génèrent un échauffement important par friction et qui font fondre les roches volcaniques sur Io. Ça déclenche un effet de marée très semblable à celui de la Lune sur les océans terrestres. La différence est que la surface d'Io se soulève de plus de 90 mètres. Imaginez ce que ça donnerait si l'écorce terrestre se soulevait de 90 mètres à Los Angeles. Pour les scientifiques, c'est une nouvelle surprise. Un satellite façonné par des forces si puissantes qu'il s'étire comme un caramel mou. Mais aussi étonnant soit-il, Io n'est peut-être pas le plus étrange des satellites galiléens. La dernière étape sur le chemin de Galiléo est Europe. Sa surface est balafrée de formes géologiques curieuses et de lignes parallèles qui entaillent la glace. Ce monde pourrait-il dissimuler les éléments nécessaires à la vie? Les images d'Europe transmises par les missions précédentes révèlent une lune d'un blanc rosé.
Mais Galiléo découvre moins de cratères météoriques que ne le pensaient les astrophysiciens. Cela signifie qu'ils ont été érodés après leur formation. Europe étant recouverte d'une épaisse couche de glace, les spécialistes pensent que de l'eau pourrait remonter à la surface. Devant tant de questions, l'équipe souhaite examiner le satellite de plus près, ce qui signifie y passer plus de temps que prévu. À l'origine, le calendrier prévoyait 3 passages au-dessus d'Europe. Mais les données recueillies étaient si intéressantes que la mission a été rallongée et que la sonde l'a survolée plusieurs fois. La première tâche de Galiléo est d'envoyer des images plus détaillées d'Europe. Plusieurs questions se posent. Le satellite est-il actif en surface? Le processus d'érosion des cratères météoriques est-il rapide ou très lent? Après être partis du principe qu'il s'étalait sur des milliards d'années, les chercheurs changent vite d'avis. Je les écoutais discuter de l'âge de la surface d'Europe. Oh, peut-être quelques milliards d'années. Au passage suivant de la sonde, peut-être 100 000 ans. Et au passage suivant, elle est peut-être encore active. En mesurant le champ magnétique d'Europe, Galiléo fait une autre découverte. Pendant que la Lune orbite autour de Jupiter, son champ magnétique se modifie, signe qu'Europe possède une couche conductrice qui laisse passer le champ magnétique jovien. Ce phénomène n'a qu'une seule explication possible, et c'est une surprise pour les scientifiques. D'après notre interprétation, ces changements sont produits par un océan global sous la croûte glacée. D'après les estimations, cet océan liquide couvrirait l'ensemble d'Europe sur une profondeur de 160 km, ce qui en ferait l'étendue d'eau liquide la plus importante du système solaire. Si tel est le cas, il faut résoudre un problème fondamental. La température à la surface d'Europe peut descendre jusqu'à moins 129 degrés. Comment se fait-il qu'un océan aussi vaste et aussi éloigné du Soleil ne gèle pas entièrement? C'est peut-être dû au même phénomène observé sur Io. Sous l'effet de la gravité jovienne, Europe s'étire et se comprime, ce qui génère une chaleur suffisante pour que la surface reste en mouvement constant. Cela expliquerait également d'autres caractéristiques inhabituelles d'Europe. Les images de Galiléo montrent que la surface d'Europe est zébrée de crevasses. Des failles étranges, parfois longues d'1 millier de kilomètres, et qui apparaissent souvent par deux, comme ici. Une arête, une dépression au milieu, puis une autre arête. Il n'y a rien de semblable sur la Terre. À première vue, ces arêtes sont une énigme. Mais très vite, les spécialistes avancent une explication. Le planétologue Robert Pappalardo reproduit le phénomène en laboratoire avec des blocs de glace. Quand Europe se déforme à cause de la force d'attraction de Jupiter, sa surface s'étire et la glace se fissure. Ensuite, les deux blocs de glace glissent l'un contre l'autre. Mais le frottement des blocs produit de la chaleur, qui réchauffe la glace de chaque côté. Cette glace plus chaude se soulève et forme les fameuses stries qu'on distingue à la surface de la toundra d'Europe. Ce monde en mouvement constant est une preuve de l'existence d'une source de chaleur sous la glace. Il est possible que les flux de matériaux à la surface proviennent de volcans de glace ou de geysers. En effet, on observe des taches d'un brun rougeâtre à l'endroit où la glace s'est ouverte pour laisser échapper des boues salées. La surface d'Europe est parsemée de dépressions, de taches et de dômes, qui résultent peut-être de l'action de masses de glace chaude qui remontent dans la croûte gelée, un peu comme dans une lampe à lave. Il n'est pas impossible que la chaleur interne d'Europe génère la formation de cheminées hydrothermiques au fond de l'océan. Sur Terre, ces cheminées sont de véritables creusets de vie. D'après les données transmises par Galiléo, il y aurait du gaz carbonique gelé à la surface d'Europe. Peut-être vient-il de l'océan sous-glaciaire.
Si l'information est confirmée, ce serait une avancée décisive, car le CO2 est essentiel à l'apparition de la vie. Mais y en a-t-il pour autant sur Europe? Là où il y a de l'eau, il y a des chances pour que la vie et les ingrédients nécessaires à la vie existent. Sur Europe, justement, on trouve tout cela. Si nous trouvons une forme de vie dans l'océan sous la surface d'Europe, ce sera une avancée prodigieuse qui nous permettra de comprendre si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Les scientifiques ont hâte de reprendre les observations sur Europe. En 2011, ils espèrent lancer une nouvelle mission en orbite autour du satellite galiléen. Europa Explorer tentera à son tour d'apporter des éléments de réponse sur la possibilité de formes de vie ailleurs que sur Terre. Elle étudiera la glace à la surface d'Europe, analysera sa structure et cherchera des zones propices à une exploration future de l'océan qui s'étend dessous. On veut mesurer précisément la gravité, cartographier la surface grâce à un radar, étudier la composition de la surface et comprendre sa structure géologique, mais aussi cerner le mécanisme de sa déformation due aux marées qui génère la chaleur interne et fait craquer l'épaisse couche de glace. Le principal outil de la mission est un radar, qui fournira une carte en 3 dimensions de la croûte gelée d'Europe. Ainsi, les chercheurs connaîtront son épaisseur exacte. À quel niveau se trouve l'océan sous la surface? Est-ce un océan global? Quelle profondeur fait-il? Toutes ces questions sont fondamentales. Dès que les spécialistes connaîtront l'épaisseur de la couche de glace, ils pourront s'attaquer au problème suivant. Comment passer dessous? Ce sera l'objectif d'une nouvelle mission. Cette fois, la sonde ne se contentera pas d'orbiter autour d'Europe. Elle se posera pour explorer son océan souterrain. Endurance est déjà au travail en Antarctique. Ce robot est le premier d'une nouvelle génération de sondes sous-marines capables de fonctionner également sous la glace. Le but de ses concepteurs est de mettre au point un véhicule complètement autonome. Endurance doit pouvoir prendre des décisions tout seul. Jusqu'à présent, tous les véhicules envoyés dans l'espace étaient téléguidés par les ingénieurs. Là, ce sera différent, d'où les essais effectués en Antarctique. Actuellement, Endurance explore un lac caché sous une couche de glace de près de 4,50 mètres. Un jour peut-être, un robot de ce type partira en quête de formes de vie sur Europe. Mais avant, il doit réussir à briser la glace. Faire fondre une couche aussi épaisse demande une énergie énorme. Il faudra mettre au point un système nucléaire pour y parvenir. Et même ainsi, ça prendra des semaines, voire des mois. On pourrait imaginer un engin qui fasse fondre la glace pour aller jusqu'à l'océan liquide, afin d'explorer ce qui s'y trouve. L'existence d'une forme de vie sur une autre planète serait une des plus grandes découvertes de tous les temps. Il ne s'agit pas de poissons, de baleines ou d'un monstre du Loch Ness, mais de microbes. Se pourrait-il qu'il y ait des organismes unicellulaires dans l'océan d'Europe? Même si on ne trouvait qu'une bactérie, ce serait extraordinaire. Mais qui sait, peut-être y a-t-il des formes de vie plus sophistiquées là-dessous. Trouver des organismes, même primitifs, aurait des répercussions profondes. Si la vie existe dans les océans sur Europe, ça voudra dire qu'elle existe probablement dans presque tous les environnements riches en eau. Ce serait une découverte incroyable. L'étude de Jupiter et de ses satellites a déjà transformé notre conception de notre place dans le système solaire. Les nouvelles missions à destination d'Europe montreront peut-être que la vie sur Terre n'est pas un phénomène unique. Et si elle existe sur 2 planètes, pourquoi pas sur d'autres encore? Qui sait si, grâce à Jupiter, nous ne découvrirons pas un jour une forme de vie dotée d'intelligence, là-haut, dans les étoiles.